bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de votre émission économique Éco-Débat. Ce soir, on a choisi de vous parler d'intelligence économique, ou ce qui est plus connu chez les anglo-saxons de business intelligence. Cela pourrait paraître abstrait de prime abord et pourtant, c'est un concept, une méthode qui est très simple et qui peut surtout rapporter gros pour les entreprises qui l'appliquent et pour l'État également, à condition que sa politique, sa stratégie économique suive le concept d'intelligence économique. Alors, il n'est pas question d'être premier de la classe pour faire de l'intelligence économique. Il suffit de contrôler, de maîtriser les données, l'information et puis aussi de savoir travailler en réseau avec son environnement immédiat. On va tenter de comprendre ce soir avec nos invités quel est l'intérêt de l'intelligence économique en termes de développement, qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'Algérie et notamment sur le plan territorial, qu'est-ce qu'elle peut apporter en termes de développement au niveau des communes, des wilayas, sachant les larges disparités qui existent en termes de développement d'une commune à une autre. Nos invités ce soir, nous avons donc un plateau exclusivement dédié à l'école des hautes études commerciales, EHEC. Monsieur Abdelmajid Mosbah, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes maître assistant à l'école des hautes études commerciales. Qui était anciennement appelé l'INC, l'Institut national de commerce, et vous avez également été, il y a quelques années de cela, directeur général de ce même institut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Mohamed Bouchakour, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes docteur d'État en sciences de GP et maître, et en vous êtes mathematique commercial. Parlons donc ce soir d'intelligence économique, et nous parlons également de l'EHEC, car cette école a organisé il y a plus d'une semaine une conférence internationale sur ce thème et de nombreux experts étaient là pour parler de ce concept qui peut différer d'un pays à un autre. On va en savoir davantage dans ce reportage. Hamza Hafar, notre reporter, y était. Reportage, on revient tout de suite après. Est autour de nous. À partir du moment où on a de rentrer dans les compétitions internationales, c'est une des activités indispensables. L'un des principaux objectifs de cette manifestation a été d'expliquer aux entreprises publiques et privées l'enjeu d'intégrer l'intelligence économique au sein de l'entreprise. La conférence a vu la participation d'éminences mondiales dans le domaine, chacun apportant sa vision. On est dans un niveau de possibilité d'agir, de définir des actions stratégiques pour une entreprise. C'est quoi en fait la veille d'intelligence économique? C'est de formater, en un mot, son environnement à son avantage compétitif. L'intelligence économique vise donc à éclairer par l'analyse d'informations du terrain les décisions stratégiques de l'entreprise. Elle est par conséquent un formidable vecteur de développement. L'information économique d'entreprise, c'est d'abord une affaire de culture managériale. Et ce, à tous les niveaux de la prise de décision. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est important le data? Oui, mais il ne faut pas lui donner une dimension plus qu'il en faut. Il y a la data, il y a l'organisation, il y a des données. Il y a de la méthode. Aujourd'hui, quand on dit manager, qu'est-ce que veut dire le mot manager? Si on ne répond pas à ces questions au niveau du management, on n'a rien répondu. Quelles sont les compagnies? Je veux dire la technique que je vais utiliser. Cette question-là, économique. Plus nuancé, Sofiane Sadi, consultant et directeur général de NT2S Consulting Vancouver, estime également que le potentiel existe en Algérie dans le domaine de l'intelligence économique. Mais pour lui,
l'Algérie doit développer son propre modèle. Il ne suffit pas de copier ce qui se passe ailleurs. Ça ne sert à rien. Parce qu'on n'est pas dans une même culture. On n'a pas les mêmes préoccupations. C'est la preuve de ce que j'ai dit pendant ma conférence, qu'il s'agit de faire des systèmes adaptés à l'Algérie et non pas plaqués pour l'Algérie. La preuve, c'est... L'intelligence, les jeunes et hautes études présents en force se sont convaincus par l'enjeu. C'est un module qui... m'a été enseigné pendant un semestre au sein de l'école. J'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que c'est un système de management de l'information qui est composé de 3 volets essentiels: l'information, la sécurité de l'information et le lobbying. Vous trouvez beaucoup d'entre ces connexions. Il est donc urgent pour les... entreprises algériennes qui font face à une rude concurrence d'affûter leurs armes en matière de gestion. L'autre enjeu qui s'offre à elles, c'est celui de pouvoir évoluer en bonne intelligence dans leur environnement immédiat. La conférence s'est donc déroulée il y a à venu expliquer leur offre. Je voudrais tout d'abord vous remercier de ce privilège que vous nous accordez de débattre d'une question importante. Hautement stratégique et qui est consacrée à un élément essentiel, c'est celui de voir comment l'Algérie est-elle en aptitude à répondre à l'incertitude. Cela dénote qu'en amont, il faille comprendre qu'il s'agit de mettre en place tout un dispositif et il faille impliquer l'ensemble des acteurs. Je me réjouis d'ailleurs de la façon dont ce séminaire a été organisé, nous avions eu nos partenaires, nos enseignants investis et nombreux ont été justement la participation de ces enseignants. Je voudrais au passage également remercier tous ceux... toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette manifestation. Nos étudiants premiers, dont vous avez pu voir un petit peu cette façon dans laquelle ils... Cette énergie débordante avec laquelle ils ont participé parce qu'ils ont compris un petit peu les enjeux. Également, je voudrais remercier également le parti très majeur, c'est de mettre l'Algérie dans la voie du développement. Alors, le ministère des Affaires étrangères, qui par son représentant a montré justement un intérêt particulier. Et puis, les acteurs des... que nous avions eu aujourd'hui, à savoir dans le parterre il y avait les représentants de la DGSN, de la gendarmerie nationale et des ensembles des acteurs et des entreprises. Consciente que si elle est aussi peut dérouter. L'information peut être également infiltrée, donc tous ces éléments-là constituent... Manipulée également. Manipulée, c'est ce que j'ai dit. Donc la protection constitue un enjeu. Or, la protection, à qui peut-on faire appel? Que ceux qui ont l'exercice du terrain, ceux qui savent, ceux qui ont les réflexes. Pensez-vous que nos entreprises sont de ça? Je ne sais pas trop de ces clientèles. Ce truc, Madame Ridouche, est-ce qu'il est facile... aujourd'hui de faire de l'intelligence économique pour une entreprise d'abord, et en quoi cela consiste-t-il en quelques mots? Alors, facile, je n'irai pas jusque-là, mais simplement, moi je pense qu'il faut de la bonne volonté.
de la bonne volonté de la part des entreprises, mais il y a encore de nombreux acteurs. Il faut que ce type, sur ce que chacun sait de mieux. Oui. Voilà. Alors l'importance d'impliquer les acteurs, c'est peut-être... qui rend la chose Alors, pas difficile, mais peut-être délicate. L'État a une volonté, donc de compétitivité territoriale. À l'échelle régionale, mondiale, etc. L'État, la volonté y est, mais à elle seule, pas que ses actes. Et c'est tout beau. Élargir au niveau d'un État, vous le disiez à l'instant. On va commencer par parler... de l'entreprise, Mohamed Bouchakour. Quel avantage pour une entreprise de pratiquer l'intelligence économique de l'IE ou de la veille stratégique? Bon, les avantages de l'intelligence économique, c'est tout d'abord de cette démarche, c'est aussi de protéger son... en information, parce que de la même manière que vous faites de la veille, vous allez chercher l'information qui va nourrir votre processus décisionnel. Les autres entreprises font de même, et donc protéger des informations qui ont un caractère confidentiel, les informations, et le truc seulement subir ou pour s'y adapter, comprendre l'environnement pour essayer de le transformer en l'influençant par un travail. D'être un acteur actif en fait au sein de l'environnement. Voilà, donc ça c'est les trois dimensions qui permettent de tirer les meilleurs avantages pour de cette démarche pour une entreprise. Monsieur Msbah? Je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit mon ami Mohamed. C'est un petit peu cette façon aujourd'hui de voir, et à votre question, dire, bon, c'est petit encore une fois. Forme d'information. Est-ce que l'entreprise a cette capacité de pouvoir disposer? Est-ce qu'il y a des fournisseurs d'informations? Nous le voyons aujourd'hui de par le Les entreprises se plaignent souvent de la difficulté de... Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je prends par exemple un exportateur étranger qui vient en Algérie. Et information que d'autres pays peut-être sont moins appartient à des lobbies. Ça veut dire que demain, vous pouvez vous-même utiliser ces lobbies. Pour influencer une décision d'un investisseur. C'est tout ce travail en profondeur. L'Algérie aujourd'hui est vraiment fragilisée. Et on le voit pourquoi. Quand on regarde un petit peu de la manière dont elle-même, sur le plan territorial, a cette difficulté à pouvoir disposer d'une information, c'est là pour permettre... National de statistiques. La source officielle, mais qui est parfois contestée. Les informations sont parfois relativement appréciées par les opérateurs économiques.
quand on parle des entreprises d'abord, est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir plus de sources? Est-ce que les sources actuelles sont suffisantes? Ces études ont montré que, contrairement à ce qu'on croit, les entreprises ne demandent pas d'informations. C'est ce qui fait que ces institutions ont tendance aussi à se décourager parce qu'elles ne sont pas stimulées par des demandes, elles ne sont pas mises sous pression par les entreprises. Les entreprises n'interviennent auprès de ces organismes que lorsqu'elles ont des difficultés. Lorsque par le HEC qui dit récolter l'information auprès des entreprises, tant et si bien qu'il a même pu citer le nom de l'entreprise auprès de laquelle il a récolté des informations sur l'intelligence économique. Mais moi je vais aller plus loin que ça. Je ne vais pas rester à l'information, à la capacité d'avoir le sourcing, comme on dit. Le sourcing est un concept qui naît aujourd'hui et qui est vulgarisé dans toutes les entreprises qui sont de l'information traitée. Plus ample à cette démarche. Ça fait des années qu'on parle de mes amis. Et alors, mise à niveau, moi je vais poser la question, je ne la poserai pas en termes d'entreprise, mais je la dépose en termes de système. Il faut d'abord mettre à niveau l'ensemble des systèmes qui permettent à l'entreprise d'être protégée et de pouvoir avoir toute cette façon. Je vous donne un exemple. Quand on parle de l'information, à un moment, l'information dit que ce que vous expliquez doit être le miroir de réalité d'un tissu économique, d'entreprises qui demandent. Donc il y a également un manque, on dit également que les entreprises qui font de la veille stratégique sont seulement les groupes privés. Donc les groupes publics ne sont pas... Un groupe public... Sous en avant. L'environnement... les menaces, etc., ils ne se sentent pas, pour l'instant, concernés, ils se sentent protégés. Oui. Or, avec... protégés, oui, plus ou moins. Pourtant, comme on l'a dit, c'est-à-dire l'intelligence économique, ce sont les acteurs privés et publics. Et il est temps, justement, de la fermer. Un certain nombre d'entreprises publiques, bon, elles se comptent peut-être... sur les doigts d'une main, qui ont intégré une démarche d'intelligence économique. Est-ce que vous pouvez donner des exemples justement? Oui, vous avez Sonatrach, vous avez Sonelgaz, vous avez Naftal, vous avez ce genre d'entreprise dans le secteur de l'énergie, puis vous avez Saïdal. Saïdal qui semble bien engagé dans cette démarche. Nous avons eu des mémoires d'étudiants. Saïdal a développé une démarche structurée et organisée d'intelligence économique centrée autour de la veille technologique. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du secteur privé, on peut citer peut-être aussi des entreprises comme Cévital qui s'intéressent beaucoup à ce genre d'initiative, mais beaucoup de PME, et c'est très dangereux pour elles. Celles qui se lancent dans des opérations de partenariat international peuvent se casser les dents, comme vous le dites. Je peux vous citer juste un exemple que j'ai découpé dans la presse, parce que nous, pour enseigner ce genre de choses, on est obligé de...
étude de cas. Réels, des exemples concrets. C'est un entrepreneur algérien qui a voulu investir dans une usine de crayons. Il a signé un contrat de partenariat avec un fournisseur chinois pour un équipement. À défaut, le statut d'entreprise chinoise de prendre toutes les... Récolter les informations autour de... au niveau de toutes les clauses préventives de son contrat, eh bien, il a acheté un tas de ferraille qui était de seconde main avec des équipements repeints. Finalement, cette usine n'a jamais marché et il a laissé tout son argent. Un deuxième exemple, c'est celui d'un entrepreneur qui voulait investir. Il a acquis un terrain bien situé. Mais à défaut de s'informer, ce terrain était situé dans une zone où tout était à raser et il devait y avoir des implantations d'autres équipements. Donc un investissement, oui. Donc quand on ne s'informe pas, prend le pas de perdre. Le Kinex des informations. Et puis aussi, ça a été dit dans un travail de recherche sur le cyberpark de Sidi Abdallah, il y a des entreprises qui font de l'intelligence économique, mais ils ne le savent pas. C'est-à-dire qu'ils le font, mais ils ne savent pas qu'ils le font. Il y a aussi ce problème. Alors, votre question, je réponds en disant la chose suivante. C'est quoi l'intelligence économique? Et il faut lui donner un corps, il faut lui donner un sens et une orientation adaptée. Et il n'y a pas de modèle particulier. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des références. Au travers des exemples que si Mohamed va présenter tout à l'heure, dans les pays, de la manière dont ils prennent en charge cette préoccupation-là. Oui. En Algérie, quid? Est-ce que c'est une priorité pour l'entreprise? Je ne pense pas aujourd'hui. Je crois que la priorité pour l'entreprise, c'est de survivre d'abord. Survivre, oui. Deuxième élément, est-ce que c'est une priorité des pouvoirs publics? Je ne pense pas. Les priorités sont beaucoup plus à répondre à des besoins sociaux. Quand je dis besoins sociaux, avec les menaces. Quand on l'a aujourd'hui, je vais vous donner un exemple avec des retombées de cette façon d'organiser l'intelligence économique dans les entreprises. Le pays est l'objet de menaces au sein des frontières, ce qui nécessite évidemment des dépenses publiques importantes pour soutenir et contrecarrer ces menaces. Oui. Mais les menaces sont aussi sur le plan interne. Si nous n'associons pas tous ces éléments-là, sur le plan interne, c'est les comportements. Et les comportements, c'est toutes les nuisances. Sur le plan du fonctionnement, l'entreprise est soumise aux aléas. Le recul en arrière pratiques justement informelles et qui constituent une menace fondamentale. Et c'est ça l'ensemble. L'intelligence économique, c'est de pouvoir réellement traduire de l'entreprise et ses opportunités. La question est là. Est-ce qu'elle est organisée en amont? Est-ce qu'elle dispose de cette ressource humaine capable justement d'être inscrite dans cette démarche nouvelle qui lui donnera une véritable façon? Sans compter également, c'est que nous sommes l'enjeu d'un environnement international. Il ne faut pas oublier que nous sommes la proie de prédateurs qui aujourd'hui ont un regard sur nos ressources. Qu'est-ce que nous avons fait pour cela? Et donc le problème de ce concept d'intelligence économique est un concept large et qui renvoie à une démarche. D'abord, cette démarche est comportementale. Il faut que les gens changent leurs habitudes. Et qu'on a cette façon de s'investir dans une économie en posant que des projets qui ne ramènent rien du tout. L'intérêt, c'est cette démarche et cette discipline. Justement, l'intérêt, c'est de parler donc des décisions en amont, des décisions, on va dire, politiques, politico-économiques, puisque l'économie est directement liée à la politique. Et vous me tendez la perche pour parler d'intelligence économique. Vision État et non pas entreprise, donc on est dans le plus global. Est-ce que l'État est-ce que l'État s'inscrit aujourd'hui dans serait-ce que ça une directe étranger? Oui. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, l'État ne peut pas à elle seule faire tout le travail, ou mâcher tout le travail. Oui. Donc, on était au tout départ de cette volonté d'attirer les capitaux étrangers, on était dans une optique où on faisait un peu comme les autres. Donc, comme l'a dit, on copiait un petit peu ce qui se fait. Ailleurs. Donc, par exemple, on faisait des exonérations fiscales pour attirer les investisseurs étrangers. On offrait, c'était des choses que tous les autres pays en fait faisaient.
On mettait en place un climat attractif. Voilà, un climat d'affaires, on va dire, attractif. On essayait d'arranger un petit peu. Ça a été quand même dur, quand même. Hein, ça a été dur. C'est quand même, on n'est pas... on n'a pas envié les pays enfin, la Tunisie ou le Maroc. La Tunisie a souffert d'une grave crise bien après nous. Et pourtant, elle a su se relever. Il n'y a pas de raison que nous, qui depuis de nombreuses années, heureusement, on a quand même retrouvé une certaine stabilité politique. Donc de ce côté-là, pour moi, on n'a rien à... Maintenant, il faut trouver d'autres aspects pour séduire ces investisseurs étrangers, mais qui seraient en dehors, justement, de ces aspects financiers, exonérés, zone franche, accords de partage, chaque territoire, des régions. Donc, pour chaque territoire, chaque région, en fait, d'abord observer. Cette observation, c'est pas uniquement du point de vue entreprise, du point de vue économique. Il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect environnemental, il y a l'aspect anthropologique. Donc, c'est tout ça. Qu'il faudrait observer pour justement mettre en valeur les atouts, et c'est chaque particularité de chaque région, en fait. Et ce serait qui sortirait justement du cadre, parce que tout est lié en fait, il faut le voir d'une approche globale. Et à ce moment-là, quand j'arriverai à mettre en évidence l'investissement positif, mais parce que l'aspect culturel est plus riche, parce que d'un point de vue de l'environnement, il y a une volonté politique, donc c'est l'accès à la technologie de l'information et de la communication. Ce sont des aspects qui paraissent simples, mais qui peuvent tout à fait en fait être mis en avant dans un territoire, autre que l'aspect économique. C'est très bien ce que vous dites, ce que tu dis, pardon, Kamala, parce que je vais te dire encore une fois une chose, c'est que l'investissement aujourd'hui, il a besoin d'avoir une image. Je vais vous donner un exemple sur l'arbitrage. L'Algérie a des ressources, n'arrive pas à avoir une image. La Tunisie n'a pas de ressources et a une image. Alors, c'est à nous à être agressifs et à être en capacité de vendre une image qui suscite l'attrait dont nous avons besoin dans notre façon et à nous organiser. Nous avons un déficit de paradoxe entre l'aisance financière et la situation de certaines communes. Nous sommes dans une aisance financière. Nous avons des opportunités. Je ne peux pas vous citer les opportunités. Je peux vous enivrer comme ça pour justement que les gens, que nos auditeurs comprennent. C'est qu'aujourd'hui, on de quoi? Écoutez, 30 000 de cote le PIB de l'Algérie. L'Algérie, 1200 km. Quand nous n'arrivions même pas à développer cet espace-là, générateur d'activité, et qui puisse permettre de donner beaucoup d'idées. On peut faire beaucoup sur 1200 km de côte, vous savez, et les gens expriment le besoin. C'est un pays qui, quand même, est très beau. Ça veut dire la côte algérienne. Il est dit également, M. Ousbach, que dans les régions, toutes les entreprises ne veulent pas y aller dans ces régions, les régions reculées. Il y a également un problème d'attractivité, c'est-à-dire que les régions sont victimes un petit peu de leur situation. Elles n'attirent pas l'investisseur, et donc il y a... Je suis d'accord avec vous, c'est économique. À elle, tout ne peut pas faire à lui tout seul. Voilà, là c'est les collectivités, là sont les services publics qui, en partenariat avec les autres acteurs, donc, y compris la population, parce que toutes les réponses on peut les trouver dans chacun de nous, puisque c'est nous qui allons profiter en fait des bénéfices de l'intelligence économique territoriale. Chaque citoyen, chaque entreprise, c'est vraiment toute une question de partage en fait. Concrètement, c'est-à-dire commune dans la vie ou la bonne vie ou la mal-vie des citoyens, des Algériens. Dans ces communes. Oui, alors au niveau de l'approche commune, aujourd'hui l'Algérie c'est un pays qui est hyper centralisé. Et l'autonomie des communes, effectivement, ainsi que cette commune, à la traîne, 47 communes les plus pauvres d'Algérie, on les connaît. Pour ces communes-là, il devrait peut-être y avoir une approche d'intelligence territoriale plus fine et plus adaptée à leur potentiel. Souvent, il y a des potentiels, il suffit simplement de savoir vendre, entre guillemets.
un territoire aux investisseurs, à l'élite, aux professions libérales, etc., pour un peu rétablir des équilibres et répartir de manière différente la richesse. Est-ce que vous pensez que le chou plantation des zones industrielles, justement, et l'écart entre ces disparités régionales, donc ça s'inscrit, ça commence, si vous voulez, à se faire, voilà, à prendre forme, mais il faut du temps et il faut de l'évaluation. C'est-à-dire que ces évaluations, comme elles sont c'est évalué. Voilà. On a besoin des entreprises aujourd'hui, c'est la ressource humaine. Est-ce que le système éducatif dans son enjeu? Je parle de système, je ne parle pas de l'université. L'université fait partie du système. Il faut qu'il s'y libère de ses contingences. Le système public aujourd'hui, il faut dire la vérité, entre nous, ne répond pas. Et puis ce n'est pas son rôle, il est universel. Maintenant, bien évidemment, il faut qu'à côté, on puisse être évidemment, puisque j'ai un exemple précis, qu'aujourd'hui vous me parlez de développement régional. Mais la problématique reste et encore et demeure aujourd'hui cette capacité de quelqu'un d'aller travailler à l'intérieur du pays dans les... conditions qui ne sont pas réunies. Donc ça veut dire qu'en amont, comment attirer cette ressource? Comment créer les conditions? L'intelligence s'inscrit dans cette capacité d'anticiper. Sur ces éléments, les étudiants de l'école normale refusent de travailler au sud, les gens qui sortent de l'école de médecine également refusent d'aller travailler dans ces communes. Ça crée un malaise. La population, ça leur demande de participer. Les enjeux, les gens ne connaissent pas. Quand on parle d'intelligence économique, il suffit qu'il y ait un comportement. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que l'État fait beaucoup d'efforts pour essayer d'être en capacité de prévention. Je peux vous prendre uniquement un secteur, le secteur de la santé que je connais un petit peu. Il y a une politique de prévention qui est établie et aujourd'hui, par exemple, on voit des malades qui sont l'accaparement de prédateurs. Vous savez, il y a des gens qui ont des cancers, par exemple, et qui aujourd'hui sont le plan qui arrête leur traitement parce qu'un prédateur, un charlatan, vient lui dire il y a un traitement miracle qui existe chez tel. Vous imaginez le coût que ça représente, tous ces comportements? Et donc, c'est cette attitude. Par référence, je vais vous donner juste un référentiel pour comprendre. Au Danemark, par exemple, chaque citoyen contribue au PIB à 0,60 centimes d'euros. Comment? Parce que les citoyens utilisent des vélos. En utilisant des vélos, ils n'arrivent pas en retard. Ils utilisent moins de carburant. Et ils n'ont pas besoin de soins. Parce que le vélo, c'est la santé. Donc voilà une forme d'aide pouvoir pour réorganiser notre système en l'adaptant à nos spécificités. La question d'intelligence est globale, elle est générale, elle n'est pas uniquement de l'entreprise, mais elle est d'un ensemble dont tous les acteurs doivent contribuer. C'est la raison pour laquelle il faille d'abord qu'on la définisse. En France, l'intelligence économique n'a été prise en charge qu'à partir de 1994 avec le rapport Marthe qui a mis en place un dispositif. Et aujourd'hui, en 2009, il a été fait obligation aux cités. Je pense qu'on m'oblige ce cadre-là compris que l'enjeu de l'intelligence, c'est d'abord et avant tout l'homme au centre de ces questionnements. Et justement, l'université est au centre également de tout cela. C'est la raison. L'université enseigne, l'université est là pour orienter les gens. C'est son objectif, mais il est dit aussi que l'université est en total décalage en Algérie par rapport au monde entre entrepreneuriale et à la société également. Vous qui êtes professeur, maître assistant et maître de conférence. Alors, en ce qui concerne l'université, moi, je crois bien sûr aux études, à la formation, mais il y a aussi la recherche. Donc, on a aussi des personnes, et là, on n'est pas en décalage. Avec les entreprises ou avec le territoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous engagez dans une recherche, notamment une recherche doctorale, vous êtes avec le terrain. Et à ce moment-là, vous pouvez, bien entendu, formuler
questions ou simplement, j'irai même pas jusqu'à dire des recommandations, simplement une petite idée. D'accord? Cette idée, si vous voulez, ça peut être uniquement par l'observation d'identifier des causes. Par exemple, à Alger, à Naban. Donc simplement, et au moyen de ce genre de manifestations, séminaires, rencontres, etc., je vais avoir l'opportunité de rencontrer un chercheur de Tlemcen ou un chercheur de Adrar ou de Tlemcen. D'accord? Et là, à ce moment-là, il peut y avoir un échange et un dialogue par rapport à ça. Mohamed Bouchakour, est-ce que vous pensez que les thèmes de recherche peuvent aboutir à un moment donné, concrètement et opérationnellement sur le terrain? Aboutir à quoi? C'est ça le problème. Oui. Moi, je voudrais revenir sur le cadre général dans lequel on s'inscrit. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des PGS, il y a l'ISGP qui a lancé... Les PGS, c'est-à-dire post-graduation spécialisée, il y a l'UFC, l'Université de formation continue, qui a lancé des formations. Nous, on a lancé donc dans le master un module d'intelligence économique. Il y a des formations régulièrement organisées, des séminaires. Mais est-ce que tout ça, ça mène où? C'est ça la question. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'initiatives, c'est bien, qui se surajoutent, mais il n'y a pas de fil conducteur. Et si on continue dans cette lancée, tout au plus, le seul résultat, c'est que les gens vont améliorer leur culture générale. Mais nous ne bénéficierons pas des bienfaits de l'intelligence économique. Ce n'est pas en surajoutant des initiatives qui se juxtaposent qu'on pourra aller loin. Alors, il faut peut-être connecter tout ça à au moins deux sujets qui sont fondamentaux aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que les pays qui nous ont devancés réussissent. Même ceux qui ont démarré un peu en retard réussissent. C'est que pendant longtemps, on a pensé que les relations économiques internationales étaient régies par le libre-échange. Un peu ce que les économistes appellent Adam Smith, la main invisible de la concurrence, on enlève les barrières et on laisse jouer le marché se régule lui-même, voilà, par lui-même. Oui. Mais depuis au moins le début des années 90, on est en train de constater que c'est un paradigme qui est faux. Aujourd'hui, on est dans une guerre économique. Il y a des pays comme la France qui ont mis en place des écoles de guerre économique. Ils ont utilisé le terme. Ah oui, guerre économique, oui, tout simplement. Et donc, finalement, ce n'est pas la main invisible d'Adam Smith qui régit tout ça. Il y a aussi la main de Sun Tzu, l'auteur chinois qui a écrit L'art de la guerre. Nous sommes dans un système où il y a en fait une main invisible, mais il y en a une autre qui tire les ficelles de cette main invisible. Et le pas a été franchi, si vous vous rappelez bien, en 2003, lorsque l'administration américaine a posé sur la table le concept de sécurité économique. Bon, le concept de le mot sécurité renvoie à tout ce qui est militaire, armée, intelligence renvoie à tout ce qui est, au départ, la connotation anglaise, c'est intelligence et espionnage. C'est pas l'intelligence au sens français. Guerre économique. Donc nous, on est dans ce contexte. Aujourd'hui, on est dans ce contexte. Alors, face à ce contexte, le véritable défi, c'est comment se diversifier. On est dans un compte à rebours, nos hydrocarbures sont en train de décliner, on est dans un compte à rebours. Qu'est-ce
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Que l'intelligence économique peut contribuer à relever les défis. Quel impact pourrait avoir cette guerre économique telle que vous la décrivez sur des pays qui ne sont pas émergents, qui sont en voie de développement comme l'Algérie? Aujourd'hui, nous ne faisons pas encore d'intelligence économique en Algérie. On est encore dans le plaidoyer et on est en train de s'échauffer. On est en train de s'échauffer sur la touche, tout simplement. Et tant qu'on n'est pas rentré de plein pied sur un autre palier, et à une autre vitesse, on peut considérer que nous ne sommes pas autour de l'échiquier, nous sommes dans l'échiquier et nous risquons d'être et de rester un pion. Parce que les autres font nos partenaires, ils ont tous des dispositifs d'intelligence économique et nous sommes dans leur zone d'influence. Parce que le troisième volet de l'intelligence économique, c'est l'influence. L'influence sur quoi? Eh bien, c'est sur les plus faibles, ceux qui n'ont pas la capacité à intégrer l'information stratégique, à prendre des décisions souveraines, à protéger leurs informations. Aujourd'hui, le système d'information en Algérie, sur le plan de l'offre, il est très faible, comme on a dit. D'ailleurs, je voudrais rendre hommage à nos étudiants. Ils ont fait un travail sur l'état des lieux de l'intelligence économique. Et c'est ça qui me permet de dire que nous ne sommes pas encore de plein pied dedans. Nous sommes sur encore la touche. Sur la touche. Alors, soit on en fait, soit on subit le travail d'influence. Les politiques savent que nous sommes à l'intérieur de l'échiquier et que nous ne faisons pas l'échiquier. Alors, avant de répondre, je vais dire une chose. Je rebondis sur la présentation de M. Mohamed pour dire que ce qui est évident aujourd'hui, c'est que l'intelligence économique, on est d'accord, repose sur l'information, donc également sur la communication. Je m'en veux pour preuve ces exemples qu'il y a aujourd'hui de certains pays qui ont adopté une démarche spécifique. La Chine, par exemple, et je voudrais mettre en évidence les travaux d'Éric Millot, qui a travaillé longuement sur la Chine et qui a compris que la Chine était organisée en réseau d'intelligence à travers justement ce qu'on appelle le Guangxi. Le Guangxi, c'est quoi? Ce sont des réseaux qui sont constitués à l'intérieur desquels celui qui ne connaît pas le Guangxi, il est complètement out. Donc c'est la raison pour laquelle la communication est un élément déterminant. Il y a eu des travaux qui ont été faits qui ont placé les pays à contexte culturel, par exemple. L'Algérie, il se situe dans un contexte culturel très fort, parce que les gens et l'autre, des pratiques, il y a le poids des régions, il y a les poids des clans, il y a le poids des qui sont propres à l'Algérie. Qui sont propres à l'Algérie, auquel cas, traduire cette perception de l'intelligence économique renvoie à la manière dont nous-mêmes, nous devions être en connaissance de cette cartographie culturelle. C'est la raison pour laquelle il y a actuellement des jeunes doctorants qui sont en train de travailler et avec, bien évidemment, malheureusement, l'anthropologie en Algérie n'est pas encore à ce niveau-là, mais je pense qu'il faille susciter ce travail-là pour être nous-mêmes déjà en compréhension de notre contexte culturel. Nous le savons, mais nous ne l'utilisons pas. Que fait-on justement pour se prémunir de cette guerre dont parlait Mohamed Bouchakour? Alors, la guerre, c'est quoi? Quand on dit une guerre, c'est qu'il y a un ennemi. Qu'est-ce qu'on a besoin de cet ennemi? C'est de savoir par anticipation, qu'est-ce qu'il faut faire et en même temps, de pouvoir détourner l'ennemi, c'est-à-dire de pouvoir l'infiltrer, le manipuler. Donc là également, aborder cette question, c'est organiser notre système d'approche, notre intelligence. Quelle est la législation qui peut faire aujourd'hui la différence entre la façon d'organiser notre espionnage de manière légale et de l'espionnage d'une autre manière? Donc c'est là, il faut définir les bases d'abord. Il faut créer le contexte. C'est la raison pour laquelle je vous dis encore une fois que le débat, c'est un débat des acteurs. Le cadre allait s'appuyer ce concept pour en définir le contour. Oui, c'est vrai. Et délivrer cette méthodologie en intégrant la recherche, la formation, etc. Est-ce que les importations font partie de ce process donc de pouvoir manipuler ou peut-être contrôler des marchés tels que les nôtres, qui sont donc fragiles, hein, vu que les investissements, enfin, le national, la production nationale reste limitée? Bien sûr, nous aujourd'hui on est confronté à un problème où on veut faire de l'intelligence. Je me place simplement au niveau économique. Il faut absolument d'abord identifier nos marges de manœuvre. L'Algérie a des fois, les gens ont tendance à penser qu'on est le centre du monde. Nous ne sommes rien ou pratiquement rien, si on veut parler sincèrement. Et identifier nos marges de manœuvre,
c'est, ce matin le journal en parlait, étudier les chaînes de valeur à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, les grandes chaînes de valeur dans les grandes filières économiques et voir où on peut s'insérer. Cartographier nos entreprises et identifier les filières où les entreprises elles sont situées. Où on peut bien faire, pas où on peut oui, et réussir. essayer de faire des rapprochements. Ça, c'est les marges de manœuvre. Ensuite, développer nos capacités de manœuvre, parce que souvent, nos capacités de manœuvre sont en deçà de nos marges de manœuvre. Oui. Hein, il faut développer ces capacités de manœuvre pour pouvoir exploiter l'intégralité de ces marges de manœuvre, aussi bien au niveau de l'importation, donc renforcer notre pouvoir de négociation pour tout ce qui est importation, mais reconquérir le marché national. Reconquérir le marché national, ça veut dire redévelopper un certain nombre de secteurs, de filières dans l'agroalimentaire, dans tout ce qui a explosé ces dernières années dans les rubriques de l'importation et Pouvoir récupérer des parts bien de sûr marché. créer de l'emploi, protéger aussi les secteurs stratégiques. Bon, le mot secteur stratégique est un peu à géométrie variable, mais en fait, dans le monde, tout le monde sait ce que c'est qu'un secteur stratégique, sauf nous. On pense que c'est seulement les hydrocarbures. Non, le secteur stratégique, c'est ce qui vous crée de l'emploi, crée de la richesse, mais c'est ce qui donne de la puissance à un pays. Et ce qui donne de la puissance à un pays aujourd'hui, c'est tout ce qui est économie de la connaissance, l'université, les centres de recherche, qui malheureusement, dans beaucoup de cas, sont un peu clochardisés. Dans les autres pays du monde, c'est des fers de lance de l'économie de la connaissance, de l'innovation et de l'intelligence économique. On s'est énormément, on a énormément élargi le spectre de la discussion autour de l'intelligence économique, mais on n'a pas parlé d'un problème qui est peut-être nodal, hein, vous allez me le dire, oui ou non, la bureaucratie. La bureaucratie, quel impact peut-elle avoir? Comment peut-elle contribuer? Alors, contribuer. Oui, contribuer, c'est un bien grand mot. Voilà, Freiner. c'est là. Freiner l'intelligence économique. Voilà, c'est l'un des obstacles et l'une des craintes de toute personne, toute institution qui veut s'inscrire et qui veut adopter un dispositif d'intelligence économique, parce que la bureaucratie, et on n'est pas le seul, perd énormément d'intelligence économique, c'est de l'argent. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de mettre en place des actions et de pouvoir les évaluer, ces actions, rapidement. Mais si déjà les actions, le temps qu'elles se mettent en place à cause d'un problème administratif ou autre n'est pas fait, et le temps que moi, j'ai ces informations, voilà, et que ça y est, le train est déjà parti, à quoi ça me sert? Voilà, il est trop tard. Et c'est un frein donc qui... C'est le principe, en ce qui me concerne, les entreprises. c'est l'un des freins principaux. Puisqu'on parle l'intelligence économique. D'investissement. Il nous reste 5 dernières minutes pour évoquer le concept d'intelligence économique vu par l'Algérie. Est-ce qu'il faut copier le concept d'intelligence économique français? Faut-il copier l'anglo-saxon? Ou bien faut-il s'approprier? Ou bien faut-il se faire son propre concept? Je pense que quelque part, ce qui nous a un petit peu marqué durant ces siècles de l'Algérie, c'est chercher une voie de développement. C'est de s'être attelé à suivre une séquence. Elle choisit aux spécificités. Il faut qu'on fasse bilan. Il faut qu'on soit en mesure de mettre en place ce diagnostic. Et donc les états généraux doivent être établis. C'est une question politique. Ça a déjà été fait, les états généraux. Oui, hein, mais je dis encore une fois, mais c'est une question politique. Aujourd'hui, vous me parlez, juste je rebondis sur cette question pour montrer l'ampleur de ce que... Aujourd'hui, cette situation représente une lecture importante. Je vais vous dire pourquoi. Vous parlez de l'importation aujourd'hui. Ben, vous voyez très bien que je ne veux pas faire de lecture politique, hein. Je l'exprime de manière économique. En disant nous avions importé l'équivalent de près de 500 milliards de dollars. Est-ce que ces 500 milliards de dollars ont contribué à la croissance économique? Je me pose des questions. Et nous voyons qu'aujourd'hui, nous sommes toujours en retrait par rapport à cette croissance économique. Bien au contraire, nous avons accentué notre dépendance de l'extérieur en termes de ressources. Et nous avons quelque part également, ici, si vous voulez, réduit cette façon pour nous d'être en autonomie pour pouvoir prendre des décisions. Et donc le problème, il est entier. Et cela renvoie aujourd'hui à cette lecture que nous avons et qui constitue un enjeu très important, c'est que l'affectation des ressources de l'État doivent être prioritairement stratégiques. Quand on voit aujourd'hui un rapport de Doing Business qui vous classe 153e, qu'est-ce que ça veut dire Doing Business? C'est tout simplement des critères qu'on peut être d'accord ou non. Hein. C'est un tri bureaucratie. Il y a les banques, il y a tous les acteurs. Et puis on va dire, là également, c'est tous les acteurs qui doivent être chambres de commerce. Le climat des affaires en cours. Le climat des affaires en cours. Et donc partant de là, c'est à nous. C'est une notation à qui être est intelligents. contestée par Eh ben, beaucoup de...
répondre à votre question, c'est à nous à pouvoir être en capacité justement d'affecter les ressources prioritairement aux régions, aux administrations, mais c'est à elles qui sont performantes. Faisons le bilan de l'affectation des budgets, vous allez voir que nous sommes budgétivores sans qu'il y ait une contrepartie. L'enjeu de projet l'enjeu interne déjà parlant, que donc une information est à la seconde près. Vous voyez, les entreprises qui sont dans une position de vigilance et d'alerte, ils attendent l'information et l'information va lui permettre de prendre des décisions sur des choix, sur des options stratégiques. Ça veut dire que c'est à nous à organiser ce système et Dieu, heureusement, je vais vous le dire une chose, c'est que nous avons ces compétences. Je m'en veux pour preuve ces organismes et ces institutions qui ont longtemps travailler sur l'investigation et sur le renseignement, qui doivent également assurer ce transfert et contribuer à apporter pleinement réponse pour s'impliquer dans ce noble pays qui s'appelle l'Algérie. Donc selon vous, un concept propre à l'Algérie, Mohamed Bouchakour, est-ce qu'on est plus proche du concept d'intelligence économique français, anglo-saxon, dont avoir... Concerne le régime de... Vous n'avez pas besoin d'intelligence économique. C'est un modèle de développement, un modèle de fonctionnement de l'économie qui n'a pas besoin d'intelligence économique. Je dirais même plus, il a besoin ni d'intelligence ni d'économie parce qu'il repose sur la rente. À partir du moment où on décide de se préparer à la diversification de notre économie et à la relève des hydrocarbures, là oui, là on a besoin d'un dispositif national d'intelligence économique, mais ça devrait reposer sur une politique publique qui doit être clairement énoncée, qui doit être conduite et accompagnée par les plus hautes autorités du pays, parce qu'il y va, concept américain, de la sécurité économique de l'Algérie. Et là, à ce moment-là, il pourrait y avoir un Conseil national de l'intelligence économique avec des déclinaisons dans les secteurs, des déclinaisons dans les régions, dans les wilayats. Vous avez une région comme l'Oued qui est en train de devenir un bassin agricole pour l'économie saharienne. C'est possible d'aller dans cette dynamique. Mais le préalable, c'est de vouloir sortir de ce modèle qui repose exclusivement sur les hydrocarbures. Sinon, tout ce qu'on peut faire, ce sont de bonnes initiatives. Mais si on reste là dans ce modèle économique, toutes ces initiatives, ça sera des gadgets. Camilla Ridouche. Alors, en ce qui me concerne, s'inspirer, oui. Donc on peut très bien prendre le modèle français, le modèle japonais. Mais je pense aussi qu'on doit analyser les différents facteurs d'échec, par exemple pour certains modèles, et justement ne pas retomber dans les mêmes échecs, et parfois voir qu'est-ce qui a fait le succès. Et ce qui a fait le succès de l'intelligence économique aux États-Unis n'est pas forcément ce qui a fait le succès de l'intelligence économique au Japon, etc. Je pense que chaque pays, comme l'a dit M. Bouchard, je ne sais pas si on est dans cette optique d'intelligence économique, mais en tout cas, il faut avoir ce système parce qu'on a notre nature, nos proficités, et c'est ça qu'il faut mettre en œuvre. Camilla Ridouche, merci d'avoir répondu à nos questions. Mohamed Bouchard, merci d'avoir été là. Et enfin, Abdelmajid Msbah, merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que nous vous avons davantage informé, éclairé sur ce qu'est l'intelligence économique. Finalement, c'est tout un débat, c'est 52 minutes. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Pour ceux qui voudraient revoir cette émission, elle est rediffusée le dimanche matin à 10h. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Au revoir.